8h13, la présidentielle est sur Europe 1. Votre invité Sonia Mabrouk est le premier secrétaire du Parti Socialiste. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Olivier Faure. Bonjour Sonia Mabrouk. Pourquoi vous ne souhaitez pas la victoire de la gauche ? Ah bon ? Mais je la souhaite ardemment. Moi, je ne suis pas là pour témoigner d'une histoire. Je suis là pour, au contraire, faire en sorte que la gauche puisse l'emporter, parce que je crois que le moment dans lequel nous sommes est un moment où nous avons besoin de la gauche. Nous sortons d'une grande pandémie. Nous sommes encore dedans, mais qui a montré justement tout ce qui avait été invalidé, c'est-à-dire la puissance du service public, les premiers de corvée, la justice, la lutte contre les inégalités. Tout ça, c'est revenu au premier plan. Et je crois que précisément, nous avons besoin de la gauche aujourd'hui pour la la question, jusqu'à quand tiendrez-vous ? Mais on tiendra jusqu'au bout. Pourquoi voulez-vous que... Quel est le bout pour Anne Hidalgo ? Le bout, c'est la victoire. Donc il faut aller maintenant, il faut se battre. Cette campagne, elle commence. Et donc il faut faire valoir ce que nous avons à faire valoir et mais ne vous jamais sentez renoncer. une envie d'Anne Hidalgo, sincèrement, dans le pays ? Ah, mais je sens pour l'instant une curiosité. Pour l'instant, elle n'est pas encore... Elle est à la fois connue, parce que tout le monde sait qu'elle est maire de Paris, mais en même temps, on ne sait pas encore à quoi la rattacher. Et je crois au contraire que quand ils la connaîtront mieux, quand ils découvriront la femme qu'elle est, son parcours... Sa gestion de Paris, peut-être aussi ? Sa gestion de Paris, oui. On en parlera. Si vous voulez, je ne suis pas parisien, mais enfin, je veux bien en parler avec vous. Tout ça, effectivement, tous ces éléments qui font d'elle une femme qui s'est élevée à la force d'elle-même et grâce à la République. Et qui est là finalement l'incarnation de cette promesse républicaine qui malheureusement n'est pas toujours tenue. C'est parce que c'est une femme, vous avez employé, c'est un avantage concurrentiel, un avantage important ? Ce n'est pas un avantage concurrentiel, mais c'est certainement l'assurance que la question des femmes sera une question qui sera traitée. Quand j'entends hier Éric Zemmour qui nous explique que les inégalités salariales n'existent pas entre les femmes et les hommes, que c'est un choix pour les femmes d'être payées moins que les hommes, franchement, les bras m'en tombent. Et donc oui, une femme présidente de la République, pour la première fois, ça pourrait être l'assurance, par exemple, d'aller au bout de ce quinquennat. Vous allez faire des heureuses. Marine Le Pen ou Valérie Pécresse vont vous entendre ce matin en disant ils pensent à nous aussi. Mais je pense à toutes les femmes, mais je vous dis que la seule qui aujourd'hui soit là pour faire avancer la cause des femmes, c'est Anne Hidalgo. C'est elle qui s'est engagée à ce que sur un quinquennat, les femmes gagnent à métier égal, à compétences égales, et bien qu'elles gagnent la même chose que les hommes. Samedi, François Hollande et Anne Hidalgo justement ont posé ensemble tout sourire en Corrèze. Olivier Faure, l'ancien président qui a qualifié, rappelons-le dans son livre que vous avez certainement lu, les candidatures de gauche et donc celle du PS de lilliputiennes. Vous considérez que son soutien à Anne Hidalgo est sincère ? Mais je le souhaite, que... La question c'est est-ce qu'il l'est ? Mais je ne suis pas là pour sonder les reins, les cœurs, les âmes, etc. Ce que j'ai vu, c'est qu'on avait un ancien président qui a dit qu'il passait le témoin à une nouvelle génération et à Anne Hidalgo. Et ça, je trouvais que cette image était très belle et qu'on avait besoin justement d'avoir les idées claires sur ce que chacun porte. Et j'ai eu le sentiment que François Hollande avait pris un engagement sincère qui était celui de soutenir la candidate socialiste. La dernière fois que vous avez parlé vous-même, Olivier Faure, de François Hollande, vous avez dit, je cite, « On ne peut pas donner des leçons, parlant de lui, quand on a une responsabilité dans l'échec de la gauche ». Vous maintenez vos propos aujourd'hui ? Mais oui, je maintiens mes propos. C'était pas la question qui m'était posée pour qu'on restitue la réponse, c'est que il faisait un peu comme si tous les déboires de la gauche avaient commencé après 2017. C'est bien pour ça que je vous demande si c'est un soutien sincère samedi. C'est un soutien, ça n'a rien à voir. En fait, il y a eu une période, moi j'ai soutenu François Hollande pendant 5 ans. Je me suis parfois aussi opposé à lui sur la question de la déchéance de nationalité, sur la question de la loi travail, sur le CICE, j'aurais souhaité qu'il soit conditionné à une négociation collective chaque année dans chaque entreprise. Je l'ai dit à ce moment-là sans être frondeur, mais parce que je pensais qu'il y avait des choses à corriger. Et en même temps, je sais ce que nous devons aussi à ce président qui a permis aussi de faire, par exemple, le mariage pour tous, qui est certainement ce qui est resté le plus marquant dans les esprits, mais pas seulement, les droits rechargeables à l'assurance chômage, le compte pénibilité pour les retraites, la retraite à 60 ans pour les carrières longues, bref, tous ces sujets qui ont été des sujets très marquants et qui font qu'il a été un président, le dernier président socialiste, et moi je respecte ça. Qu'est-ce que ça fait d'être à la tête d'un parti qui est quasiment en mort cérébrale depuis 2017 ? Ce n'est pas moi qui le dis évidemment, c'est Anne Hidalgo. Est-ce que c'est vous qui l'avez plongé ?
dans cet Je crois que état-là? vous avez répondu à l'instant. Moi, j'ai récupéré la responsabilité du Parti socialiste. Il était à 6%. Il a gagné les élections régionales. Oui. Il a gagné les élections municipales. Oui. Et votre candidate est à 5% aujourd'hui. Mais j'aimerais bien, Sonia Mabrouk, si vous me le permettez, que on se fie d'abord aux résultats plutôt qu'aux sondages. Les sondages, quand ils sont pas se bons, sont souvent trompés. Mais moi, je le dis de manière générale, quand ils sont très bons, je dis méfiez-vous des sondages. Ça n'est pas parce que vous faites la course devant que vous arriverez le premier. Et donc, il y a une évidence au fait que même d'un point de vue démocratique, je ne trouve pas sain que on soit aujourd'hui dans une campagne qui commence à peine à demander aux gens non pas ce qu'ils pensent, mais ce qu'ils pensent des sondages. La question qu'on vous demande, Olivier, c'est est-ce que vous pouvez garantir ce matin que pour la présidentielle, il y aura quoi qu'il en coûte au Parti socialiste, un bulletin Anne Hidalgo le 10 avril prochain? Mais bien sûr, je crois que la candidate vous a répondu déjà assez largement, enfin vous ou à d'autres. Elle a dit qu'elle était déterminée, qu'elle irait jusqu'au bout, nous irons jusqu'au bout. Mais Anne Hidalgo, même si vous n'êtes pas parisien, c'est 7,7 milliards d'endettement à Paris, chiffre de Bercy, contre 3,7 milliards quand elle est arrivée en 2014. Pourquoi Olivier Faure lui donner les clés de la France quand Paris est géré ainsi, disent certains? Que leur répondez-vous? Mais moi, je ne sais pas, je peux pas vous répondre sur la gestion financière de Paris. Vous avez une idée quand même de la gestion de Paris? Ce que j'imagine assez facilement, c'est que il y a encore dans Paris, que je traverse comme vous, des grands travaux, il y a eu des investissements, y compris pour faire en sorte que cette ville soit une ville où on respire mieux, où on vive mieux ensemble, et ça suppose forcément un endettement avec des Parisiens qui payent peu d'impôts et qui sont donc peu imposés. Moi, je peux pas vous répondre sur la gestion parisienne. Mais les Parisiens et Parisiennes qui nous écoutent ce matin vont se demander si vous traversez la même ville qu'eux. Je pense que je traverse la même ville qu'eux, oui. Bon, ceux qui critiquent la gestion parisienne, parlons-en d'Anne Hidalgo, Olivier Faure, vous avez dit qu'ils sont des obsédés de la fachosphère. Est-ce que ça veut dire, et c'est vraiment une question sincère que je vous pose, que tous ceux qui s'indignent sur les réseaux sociaux de la saleté à Paris, de la laideur de certaines installations, de l'installation des salles de shoot, c'est un complot de la fachosphère? D'abord, quand j'ai parlé de la fachosphère, c'est parce que historiquement, sur les réseaux sociaux, et ce sont d'abord des gens qui appartiennent à cette mouvance qui ont lancé Saccage Paris, etc. Et donc, il y a aujourd'hui... J'ai trouvé des personnalités de gauche qui témoignent de leur colère sur les réseaux sociaux. Je ne nie pas le fait qu'il y a des gens en colère qui sont de gauche. Je dis simplement... Vous comprenez qu'on lance le mot fachosphère comme on fait des petits pains aujourd'hui. Je comprends surtout une chose, Sonia Mabrouk, c'est que si vous faites le tour de France, vous allez trouver... Je pourrais même vous montrer mon téléphone. Ce week-end, j'étais chez moi, à Savigny-le-Temple, et je me promenais avec mon chien et avec l'un de mes enfants, et on a trouvé un espèce d'immense dépôt d'ordures en plein milieu de la campagne. Et j'aurais pu écrire Saccage Savigny-le-Temple. Voilà. Oui, vous en avez trouvé un. Mais non, j'en ai pas trouvé un. Dans la capitale. Parce que dans toutes les villes, comment vous pouvez ne pas voir ce que beaucoup... Mais pourquoi mépriser ce que disent certains potentiellement de vos électeurs? Je ne méprise personne. Je dis simplement, faites attention, parce que quand vous voyez des gens qui mettent leurs poubelles n'importe où, qui déposent leurs encombrants à n'importe quelle heure, etc., ça n'est pas l'affaire de la mairie de Paris. Les Parisiens ne déposent pas des plots jaunes dans les rues, me semble-t-il. C'est pas de leur fait, ou alors on apprend quelque chose. Il me semble qu'un plot jaune, c'est simplement parce que c'est un plot qui doit appeler l'attention des gens et que c'est pour faire attention à quelque chose. Quand vous voyez des plots sur la route, ils sont orange et blanc parce que c'est une façon de se signaler. Je ne sais pas, peut-être que vous voulez des plots transparents, mais je vois pas l'intérêt. Mais ce n'est pas la fachosphère qui le dit à chaque fois. Mais il n'y a pas toujours que la fachosphère. Je dis simplement que c'est historiquement né avec la fachosphère. Restons sur la gauche où les propositions dans cette campagne, elles fusent, Olivier Faure. Arnaud Montebourg propose de bloquer les transferts d'argent des particuliers vers des pays qui ne nous aident pas pour appliquer les fameuses obligations de quitter le territoire français. Est-ce que ça vous choque ou est-ce que ça peut être efficace? C'est un moment de silence. Oui, oui, franchement. J'ai trouvé ça... Les bras m'en sont tombés. Franchement, je connais Arnaud Montebourg. Il a été à une époque socialiste. Et le retrouver à reprendre cette vieille proposition de l'extrême droite, ça m'a à la fois heurté et rendu triste pour celles et ceux qui le soutiennent. Arnaud Montebourg, extrême droite, vous mettez un signe d'égalité? Mais j'ai pas dit Arnaud Montebourg égale extrême droite, j'ai dit cette proposition est une proposition qui vient de l'extrême droite. Et c'est pas parce qu'elle vient de l'extrême droite d'ailleurs qu'elle est dangereuse. Non mais la question, est-ce qu'elle est efficace surtout? Comment faire respecter ces obligations de quitter le territoire français? Je rappelle juste qu'on a divisé par deux pour le moment la délivrance des visas. Oui, mais moi ce que je vais vous dire, c'est assez simple. Pourquoi les gens, depuis que le monde est monde, se déplacent hors de leur territoire de naissance? Parce qu'il fait trop chaud,
parce qu'il fait trop froid, parce qu'on y mange peu, parce qu'on n'y travaille plus, parce que en fait, il y a des raisons économiques, sociales ou de guerre qui poussent les gens à migrer. Les obligations de quitter le territoire, ce sont des gens qui n'ont rien à faire sur le territoire français. Mais je parle des gens qui migrent vers la France. Et ces gens-là, en fait, ils viennent donc pour des raisons qui sont des raisons souvent économiques. Si les gens qui sont en France, qui sont là de manière légale, parce que c'est d'eux dont on parle, et dont parle Arnaud Montebourg, et qui renvoient de l'argent vers leur village, vers leur famille, et qui le font pour que justement les gens puissent rester dans le village. Mais que se passera-t-il si cet argent ne vient plus ? Vous aurez naturellement plus de migrants. Et donc, c'est absolument à rebours de ce qu'il faut faire. Mais malgré la réalité de ce qu'il faudrait faire, c'est au contraire accentuer la coopération, faire en sorte qu'il y ait aussi un vrai combat contre le réchauffement climatique. Parce que c'est ça. Nous sommes d'accord qu'il y a ces défis-là, mais est-ce que vous assumez qu'il y a un vrai problème quand on ne peut pas renvoyer chez eux des personnes qui n'ont rien à faire sur le territoire français ? Bien sûr, c'est un problème. Mais alors comment vous faites ? Mais c'est certainement pas comme ça qu'on le fait. C'est en discutant avec les pays d'origine. Ça fait des années qu'on le fait, ça ne marche pas. Eh bien, écoutez, ce que je sais, c'est que c'est pas parce que quelque chose ne marche pas qu'il faut faire quelque chose qui marche encore moins. Et mais donnez-moi une proposition qui marche. Alors. Mais non, mais vous n'allez pas sanctionner des gens qui sont en France de manière légale. Vous allez punir des gens qui sont innocents. Est-ce que ça a un sens ? Moi, je vous le dis, ça n'en a pas. Et moi, je vous demande quelle proposition efficace alors moi, ce que je vous dis, c'est que ce qu'il faut, c'est effectivement lutter contre l'immigration clandestine, faire en sorte de faire appliquer les OQTF, mais en discutant, en négociant avec les pays d'origine. Mais dans ces cas-là, si vous voulez toucher aux avoirs de quelqu'un, ne touchez pas aux avoirs des travailleurs qui sont des travailleurs légaux, touchez-là aux avoirs de ces dirigeants, faites en sorte que, par exemple, les dirigeants de ces gouvernements, de ces régimes, parfois de ces dictatures, soient touchés, que ce soit eux qu'on touche, mais non pas des gens qui sont venus en France et qui n'ont que leur force de travail à offrir à leurs familles qui sont restées au pays. L'un des sujets au cœur de cette campagne, c'est l'autorité, la sécurité. Comment faire aujourd'hui quand les policiers sont, Monsieur Faure, attaqués régulièrement, comme hier à Argenteuil, quand plus largement leur tête est mise à prix. Quand on apprend ce matin qu'un policier du commissariat de Cannes a été attaqué à l'arme blanche, fort heureusement apparemment c'est son gilet par balle qui l'aurait sauvé, quel sursaut aujourd'hui ? D'abord, pardon, mais je ne comprends pas. Vous additionnez des cas qui n'ont absolument rien à voir. Si on parle de Cannes, ce matin, je crois comprendre, même s'il faut rester prudent à ce stade, qu'il s'agit là d'un attentat terroriste et qu'on serait face à quelqu'un qui considère qu'il est dans une forme de guerre sainte et qu'il est venu commettre un meurtre politique. Le lien, c'est la cible, les policiers, les forces de l'ordre, l'autorité. Oui, mais enfin, les terroristes, l'autorité, ils la combattent, ils la contestent, et ils sont, pour certains d'entre eux, en fait, même prêts à mourir pour cela. Donc, je le mets pas difficile de considérer que ces gens-là sont raisonnables, au sens où on pourrait les raisonner. En revanche, il y a aussi vous parlez aussi des inscriptions, des mises à prix, etc. C'était dans ma ville. Et c'était, en fait, alors je ne sais pas encore, on n'a pas encore retrouvé les auteurs de ces inscriptions, mais là, on a affaire plutôt à des gens qui sont dans le deal. Ça n'a absolument, je ne mélange pas les uns et les autres. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour faire respecter la police républicaine ? D'abord, on rappelle ce qu'elle est, une police républicaine. Et qu'elle est là... Pourquoi ? Qui a un doute là-dessus ? Mais il y a des gens qui ont un doute. Qui ? Mais il y a des gens qui considèrent que la police est une police qui est de manière systémique dans la violence, qu'elle est en fait une ennemie de classe, etc. Est-ce que dans l'espace politique et dans la classe politique, certains le disent ? Vous les reconnaîtrez. Moi, ce que je vous dis... mais je vous demande, c'est important. Vous dites certains estiment que la police n'est pas républicaine. Parce que à gauche, est-ce qu'il y en a ? Moi, je ne cherche pas à passer des bons points pour les uns, pour les autres, etc. Je me définis par rapport à moi-même. Est-ce que dans votre famille politique, certains ont dit que les policiers n'étaient pas... Il n'y a personne qui pense que la police soit une ennemie de classe ou qu'elle soit systématiquement... Et dans la gauche, plus largement ? Mais il y a des gens à gauche qui le pensent. Mais lesquels ? Mais je voulais... Pourquoi vous avez si peur de prononcer un mot ? C'est grave si on pense que la police n'est pas républicaine. Il y a des gens qui, à gauche, considèrent que la police est une adversaire, etc. Et moi, je vous dis que non. Moi, je considère que la police est républicaine, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas dans la police des gens qui, par des dérives personnelles, se mettent en marge de ce qu'est leur mission. Faure, là, la question, c'est surtout comment les protéger. Comment
Comment est-ce qu'on les protège? D'abord, on fait en sorte de considérer la police comme une police républicaine et non pas comme la garde prétorienne du pouvoir. Vous vous rendez compte qu'il y a quelques années à peine, après Charlie, après le Bataclan, le chanteur Renaud, lui qui avait fustigé justement les policiers pendant si longtemps, a dit « j'ai embrassé un flic ». Oui, très bien. Mais oui, après, très bien. Ouais, et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé depuis pour qu'on soit non plus à embrasser un flic, mais entendre ce slogan qui est complètement insupportable et qui est de dire tout le monde déteste la police. Non, tout le monde ne déteste pas la police, tout le monde ne devrait pas la détester. Mais pour qu'elle ne soit pas détestable, ça suppose qu'elle soit missionnée aux bons endroits, qu'elle soit chargée dans la proximité, d'être non pas simplement celle qu'on envoie au dernier moment pour pouvoir réprimer, mais qu'elle soit là aussi une police du quotidien, une police de proximité, qui soit là, qui se fasse accepter sur les quartiers, qui permette de vivre avec les gens parce qu'elle est absolument indispensable, testée positivement, et donc parce que nous avons besoin effectivement tout simplement de retrouver ce lien naturel, parce que les policiers sont ceux qui font respecter l'état de droit et nous en avons besoin. Et nous allons continuer à en parler sur ce sujet et d'autres. Olivier Faure, merci d'être avec nous, de rester avec nous. Mathieu Bock-Côté et Dimitri bien sûr qui est déjà là. On va poursuivre cet entretien ensemble.